Et maintenant, l'invité de la matinale, ancien ministre du Commerce, des PME, de l'Artisanat de Jacques Chirac. Aujourd'hui reconverti dans les affaires, il a laissé son nom à un dispositif qui facilite la transmission d'entreprises. Renaud Dutreil est l'invité de Radio Classique. Renaud Dutreil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Classique. Quand la semaine dernière, la Cour des comptes émet des doutes sur l'efficacité de ce qu'on appelle le pacte Dutreil, dont vous êtes le père, qui réduit la fiscalité sur les donations et les transmissions d'entreprises, que vous dites-vous ? Je trouve que ce rapport est assez troublant. Parce que si on le lit attentivement, on a l'impression qu'il fait le jeu des financiers de Wall Street plus que de l'économie française. Ce dispositif, c'est un bouclier pour garder en France des entreprises de toute taille, des petites, des moyennes, des grandes, les enraciner comme les arbres sont enracinés dans un territoire. Et s'il n'y avait pas ce bouclier, eh bien, des investisseurs étrangers pourraient beaucoup plus facilement racheter les plus belles entreprises françaises. Je vous interromps. Pour un peu de pédagogie, rappelez-nous ce que prévoit votre dispositif, en tout cas le pacte Dutreil, et puis ensuite vous nous expliquerez pourquoi ça fait le jeu des financiers de l'étranger. Avant les pactes Dutreil, beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles devaient passer la main, parce que le dirigeant partait à la retraite, étaient confrontées à un impôt extrêmement élevé, entre 40% puis après 45%. Et la plupart des entreprises et des familles qui détiennent les entreprises n'ont pas cet argent sur un compte à la caisse d'épargne pour payer cet impôt. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Elles vendent des titres de leur entreprise où elles distribuent des dividendes de façon extrêmement importante. Et lorsqu'elles vendent ces titres, elles perdent le contrôle. Et donc, qui en bénéficie ? La plupart du temps, ce sont des fonds d'investissement ou des investisseurs étrangers. Donc, ce dispositif est vraiment le pilier du capitalisme familial français. Et si on l'affaiblit, on favorise le capitalisme financier international. C'est ou l'un ou l'autre. À moins qu'il y ait éventuellement l'État qui rachète des entreprises. Mais on sait que l'État n'est pas le meilleur actionnaire du monde. Donc, il faut vraiment considérer que les entreprises familiales sont la meilleure façon de conserver à l'intérieur d'un pays son patrimoine économique. Et je me souviens, à l'époque, les esprits avaient été frappés par la vente d'UPSA à un laboratoire américain. C'était en 1994. Il y a très longtemps, la famille qui possédait UPSA avait été obligée de vendre UPSA à ce laboratoire américain pour payer l'impôt. Et tout le monde avait hurlé en disant « Mais quel dommage, nous perdons un des fleurons de l'industrie pharmaceutique française ». Et des cas comme ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines, jusqu'à ce que je mette en place ce dispositif qui a permis non pas de brader une partie de notre économie à des investisseurs étrangers, mais à maintenir les entreprises dans le giron de familles françaises. Certains disaient à l'époque que finalement c'était aussi une façon de compenser l'impôt sur la fortune, parce que ces familles qui étaient soumises à ces problématiques de donation, de transmission d'entreprises payaient déjà l'impôt sur la fortune, aujourd'hui devenu IFI, et que le pacte Dutreil leur permettait de se refaire un peu. Le sujet, c'est surtout est-ce qu'on veut se battre pour garder en France nos plus belles entreprises ? Je prends un autre exemple, puisque j'en ai parlé récemment avec son dirigeant, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard est convoité par les deux grands géants mondiaux des vins et spiritueux. S'il n'y avait pas eu les pactes Dutreil, aujourd'hui, le pastis que les Français aiment bien à l'apéritif, eh bien, il serait soit chez Diageo, soit chez Bacardi, mais il serait plus français. On pourrait perdre énormément de nos entreprises si on supprimait ce dispositif. Donc, lorsque la Cour des comptes dit il faut le réserver aux petites et moyennes entreprises, elle dit c'est pas grave si on vend les grandes entreprises à Wall Street. Si demain LVMH est dirigé à Manhattan, eh bien, ça sera pas la même histoire. LVMH avec qui vous avez travaillé aux États-Unis. Voilà. Et qui est une entreprise qui, Dieu merci, crée des emplois en France, parce qu'elle est française enracinée grâce à la famille Arnault dans notre territoire. Donc les familles jouent un rôle essentiel, et tout le monde l'a compris en Europe, puisque les Allemands, les Suédois, les Suisses, les Italiens favorisent énormément le capitalisme familial, et nous sommes le seul pays dans lequel les idiots utiles de la gauche considèrent qu'il faut brader les entreprises françaises au nom de la suprême égalité. Alors, à force de tout égaliser, eh bien, on finit par détruire ce qui est la substance même de notre économie. Cette économie, elle repose sur des entrepreneurs. Ils deviennent riches, non pas parce qu'ils voulaient devenir riches, mais parce qu'ils ont réussi. Et donc, il faut plutôt les encourager, les féliciter, les remercier, plutôt
que les pousser à quitter le pays ou à être découragés. Et je précise au passage qu'LVMH est propriétaire de Radio Classique, comme cela, tout est clair. Renaud Dutreil, les Français ont le sentiment que leur économie est c'est délité dans la mondialisation, que le capitalisme ne peut être qu'international, que fait de prédation. Bref, la propagande collectiviste fonctionne très bien. C'est faux, en fait. Quel est l'avenir du capitalisme familial ? Il y a plusieurs formes de capitalisme. Et le capitalisme familial, qui est vraiment particulier à l'Europe, est beaucoup plus en conformité avec l'intérêt d'une nation. Pourquoi ? Parce qu'il est enraciné dans les territoires, et puis il a une vision du long terme qui est peut-être beaucoup plus forte que celle des fonds de capital d'investissement qui a un horizon à moins de 10 ans, ou que les marchés financiers qui sont dans l'instantané, dans la microseconde. Donc, ce capitalisme, c'est un trésor. Alors, tout le monde le protège en Europe, les Allemands avec le Mittelstand, les Italiens avec un taux de transmission intrafamiliale de plus de 75%. En Suède, on est à 87% de transmission intrafamiliale. Vous voyez, ce sont des pays qui disent « nos entreprises familiales », on va tout faire pour les protéger. Quand la Cour des comptes dit qu'il faut évaluer, on ne sait pas trop, il faut faire une évaluation parce qu'elle considère que ce dispositif fiscal est un élément de politique publique et qu'il faut évaluer. Vous avez des certitudes sur l'efficacité de ce dispositif, évidemment. Il rapporte peut-être au pays 100 fois plus qu'il ne coûte. Et ça, la Cour des comptes est incapable de le mesurer parce qu'elle n'a pas les statistiques qui permettraient de le faire. Elle a surtout mesuré le manque à gagner pour l'État. Oui, manque à gagner qui en fait renverse un petit peu la charge de la preuve, parce que l'argent il vient des entreprises. C'est pas l'État qui donne de l'argent aux entreprises, c'est les entreprises qui nourrissent l'État. Donc il faudrait peut-être rappeler de temps en temps que l'État dépend des entreprises et non l'inverse. Mais vous le savez, vous avez été ministre. Lorsque la France cherche de l'argent, elle finit par le trouver. Dernière invention en date, hier au Sénat, les sénateurs socialistes veulent créer un emprunt forcé auprès des plus fortunés. Alors, on va pas revenir sur l'opportunité ou pas de cette discipline, mais depuis un mois, nos parlementaires rivalisent dans l'invention de taxes, impôts en tout genre. Vous avez connu ça, vous, quand vous travailliez avec Jacques Chirac Non, ça a beaucoup changé. Vous savez, en 1842, un philosophe, Saint-Simon, avait écrit la querelle des abeilles industrieuses et des frelons politiques. Nous sommes exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les abeilles, tous ceux qui produisent, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés dans les entreprises, sont consternés par ce qu'ils appellent les frelons, qui aujourd'hui ne semblent plus servir l'intérêt du pays, mais leur propre intérêt. On voit bien les députés aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est de ne pas revenir devant les électeurs, parce qu'ils en ont une peur bleue, à juste titre. Et donc, ils combinent tout ce qu'ils peuvent pour survivre jusqu'aux prochaines échéances électorales. Mais les abeilles, aujourd'hui, en ont ras-le-bol. Et elles ont le sentiment que la classe politique ne les comprend plus et est devenue aussi assez ignorante. Et ça, c'est peut-être une distinction avec l'époque que j'ai connue, où on avait quand même dans le monde politique des gens qui savaient ce que c'était qu'une entreprise, ils comprenaient ce que c'était qu'un EBITDA, un chiffre d'affaires, ils faisaient la différence entre les flux et le capital. On parlait déjà d'EBITDA sous Chirac. Oui, parce que ces notions élémentaires de la vie des entreprises, elles doivent être comprises du monde politique. Et quand on assiste au débat à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'il y a évidemment de l'idéologie, mais il y a aussi beaucoup d'ignorance. Et donc on devrait leur faire passer peut-être un examen d'économie de base, vous voyez, pour qu'ils atteignent le niveau bac en économie avant de décider pour l'ensemble des Français ce qui est bon et ce qui est pas bon. Il n'y a pas que. La France est dirigée aujourd'hui par 70 000 hauts fonctionnaires qui régentent 57% de la vie économique du pays. C'est considérable. C'est un énarque défroqué qui dit ça. Oui. Et j'ai vu ce que se passait à l'intérieur des ministères et donc à quel point quand on est ministre, il faut tordre le bras de son administration pour arriver à des résultats que l'on considère comme bons pour le pays. Ce dispositif, les pactes Dutreil, c'est pas mon administration qui me l'a mis un jour sur mon bureau, c'est moi qui suis allé le chercher en parlant à des notaires, des chefs d'entreprise, des avocats pour essayer de trouver une solution qui serait adaptée, concrète, efficace. Et donc nous sommes aussi
aujourd'hui suffoqués par ces 70 000 hauts fonctionnaires, comme ceux de la Cour des comptes, qui veulent tout régenter jusqu'au moindre détail de notre vie quotidienne. Renaud Dutreil, vous avez été ministre de la réforme de l'État et de la fonction publique. C'est un rendez-vous manqué, la réforme de l'État, la simplification, la mainmise de l'administration sur l'économie française, qui a des bons côtés, mais aussi de très mauvais, ça a si été, je vous entends. Je vous le dis très clairement, un cauchemar pour moi. Ça a été un cauchemar parce que je me suis aperçu à quel point les 13 syndicats que j'avais en face de moi, et puis cette bureaucratie, n'avaient absolument pas en ligne de mire l'intérêt du pays, mais défendaient leur petite chapelle, leur rivalité intestine, leurs intérêts du jour le jour. Et donc j'ai eu un énorme sentiment de frustration, même si une des réformes que j'avais proposées, c'est-à-dire la fusion des corps de fonctionnaires, a pu par la suite être mise en œuvre. Et puis j'ai introduit le CDI dans la fonction publique. Alors ça, c'est une réforme qui devrait être poursuivie. Moi, je propose aujourd'hui que l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C, à l'hôpital, dans les collectivités locales, à l'État, soient recrutés sur le marché du travail en CDI. D'ailleurs, ça serait leur intérêt. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt des fonctionnaires, c'est pas d'avoir un État qui est surendetté, qui est quasiment en faillite et qui est incapable de leur garantir leur retraite future. Alors, il vaut mieux être aujourd'hui dans le marché du travail privé, plutôt que d'être dans la fonction publique. Une question, faut-il interdire Shein en France ? Vous avez suivi évidemment la polémique, vous avez été ministre du Commerce, de l'Artisanat, des PME, vous savez à quel point les centres-villes commerciaux souffrent, les grands magasins, ceux dont parle Zola dans Au bonheur des dames, souffrent aussi. Est-ce qu'il faut interdire ce loup introduit dans la bergerie du bazar de l'Hôtel de Ville ? Il y a énormément d'hypocrisie sur ce sujet, puisque vous allez chez Michel-Édouard Leclerc, vous trouvez les mêmes produits fabriqués dans les mêmes usines. Donc pourquoi s'en prendre à Chine, parce que c'est un nom chinois, et pas à Michel-Édouard Leclerc, qui est français ? Il y a une très grande injustice là-dessus. En revanche, j'ai trouvé intéressante le fait que M. Merlin souhaite amener Shein à la pratique du commerce de centre-ville. Ça, c'est plutôt un progrès, plutôt que ça soit des colis qui arrivent souvent non taxés d'on ne sait où. Tati faisait déjà un peu ça. Tati, c'était ça. Exactement. Donc, le principe du commerce, c'est la liberté. Plus on essaye d'organiser à la place des commerçants la vie du commerce, plus on fait des erreurs. Et si les consommateurs souhaitent acheter des produits fabriqués en Chine, que ce soit chez Leclerc ou chez Shein, c'est parce que nous ne sommes plus capables, nous, Français, de produire du textile à des coûts qui sont acceptables par le consommateur. Donc c'est plutôt le problème de la réindustrialisation de la France qu'il faut aujourd'hui mettre sur le devant de la scène. Renaud Dutreil, un dernier mot. Quand vous êtes entré dans le studio, off the record, comme on dit, je vous ai dit, mais alors vous avez arrêté la politique, qu'est-ce qu'on fait ? C'est fichu. Vous avez soutenu Emmanuel Macron en 2017. Quand vous voyez l'état du pays aujourd'hui, notamment de sa vie politique et parlementaire, j'ai cru que vous alliez me dire, oh c'est terminé, j'ai raccroché les gants, et vous dites non, il faut qu'on fasse quelque chose, nous, la génération Jacques Chirac, des jeunes loups de Jacques Chirac. Pas cette génération-là, mais les abeilles. Il faut que les abeilles qui produisent le miel en France s'organisent, développent un programme politique et peut-être être un candidat à l'élection présidentielle, parce que les abeilles en France ne trouvent pas de solution dans le monde politique, dans les partis politiques. Alors la raison est très simple, c'est que vous avez 6 Français sur 10 qui sont dépendants de la dépense publique et 4 Français sur 10, donc une large minorité, qui produit mais donne plus à la collectivité qu'elle n'en reçoit des bienfaits. Donc les partis politiques, ça ne les intéresse pas de défendre les abeilles. Ce qui les intéresse, c'est les retraités, c'est les fonctionnaires, c'est tous ceux qui dépendent de la dépense publique. Et donc ils se battent les uns entre les autres pour conquérir une majorité dans ces 6 Français sur 10 qui vivent de la dépense publique. Un nom pour la reine. La reine des abeilles, ce serait qui ? Il y a beaucoup de bourdons, mais il y a peu de reines. Bonne question, mais les abeilles savent s'organiser, et donc je ne suis sûr qu'elles trouveront leur bon candidat. Renaud Dutreil, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous avez été ministre de Jacques Chirac et qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Merci. Revenez quand vous voulez.